Mesdames, messieurs, l'aventure commence. Vous n'aviez pas à m'offrir un cadeau si coûteux. Vous le méritez, ma belle. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ne courez pas après lui. Si vous êtes la femme intelligente que vous semblez être, vous viendrez avec moi. Comment puis-je être sûr que me bander les yeux n'est pas le signe que vous allez me transformer en une femme que vous contrôlez? Camille aimait le froid. Pour elle, le froid l'aidait à penser. Et penser était la seule chose qui empêchait l'empire qu'elle avait bâti de s'effondrer, et dans le salon de l'aéroport, la température avoisinait les 18 degrés. Ses doigts volent sur le clavier de son ordinateur portable ultra fin, réécrivant la clause 14 du contrat de fusion que Jean, dans son incompétence infinie et charmante, avait approuvé sans lire. Autour d'elle, le murmure des conversations en une demi-douzaine de langues créait un bruit blanc réconfortant. Elle ne regarda pas sa montre, elle savait exactement l'heure qu'il était. Le vol de Londres ramenant Jean de la conférence des investisseurs était en retard de 40 minutes. 40 minutes gratuites, suffisamment de temps pour sauver l'entreprise d'une erreur de 3 millions d'euros. Camille ajusta ses lunettes de lecture, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans ses yeux verts et analytiques. C'était l'image de l'efficacité moderne. Même vêtue d'une robe ample, sa présence criait l'autorité et elle maintenait une posture rigide, comme si sa colonne vertébrale était faite du même acier que les poutres du plafond. Le monde voyait Jean comme le visage des holdings Vauban, le charisme, le sourire aux dents parfaites, la poignée de main ferme. Mais Camille était le cerveau, le système nerveux et souvent l'équipe de déblaiement après les désastres. Le téléphone portable sur la table de marbre vibra, une fois court, incisif. Camille ignora. C'était probablement Jean qui l'informait de son atterrissage. Elle devait finir le paragraphe. Il vibra de nouveau. Avec un soupir d'impatientation contrôlée, elle détourna le regard de l'écran. Ce n'était pas un message texte, mais une notification de l'application bancaire de l'entreprise. Un signal d'alerte de sécurité. Transaction approuvée. Joaillerie Cartier, Terminal 3. Valeur 48 000 €. Le monde s'arrêta un instant. Il n'y eut aucun crissement de pneus, aucune explosion, juste le silence soudain dans la tête de Camille. Elle cligna des yeux en relisant la notification. Terminal 3. Le terminal d'arrivée international, où elle était assise à présent. La logique, sa compagne la plus fidèle, tenta de reconstituer le puzzle. Jean était en train d'acheter un cadeau d'excuse pour le retard. 48 000 € semblaient excessifs pour un retard de vol, même pour ses habitudes imprudentes. Mais la notification suivante, 30 secondes plus tard, fit chuter la température de son sang. Transaction refusée. Cartier, Terminal 3, limite dépassée. Jean tentait de repasser la carte. Il ne connaissait pas le plafond de la carte d'entreprise car il ne s'était jamais donné la peine de lire les rapports financiers qu'elle préparait tous les vendredis. Sa stupidité, qui n'était auparavant qu'agaçante, semblait maintenant avoir des crocs. Camille referma l'ordinateur portable avec un claquement sec. Le son résonna dans la petite bulle de silence autour d'elle. Elle se leva, les jambes fermes. Bien que son estomac se fût transformé en un nœud de glace, elle n'eut pas besoin de marcher beaucoup. La façade de Cartier, avec ses vitres blindées et son éclat doré, se trouvait à 50 mètres de l'entrée du salon, visible à travers les portes de verre dépolies, qui séparaient l'élite du grand public. De l'autre côté du hall, immergé dans l'ombre d'un fauteuil en cuir foncé, Kylian Alzima l'observait. Il ne regardait pas les écrans des départs et arrivées, ni la tablette qui reposait sur ses genoux. Ses yeux de la couleur de l'air brûlé étaient fixés sur la femme en robe beige. Il l'observait depuis 20 minutes. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de travailler. Ce n'était pas la beauté évidente, bien qu'elle en eût à revendre, cachée sous des couches de professionnalisme défensif. C'était la compétence, la férocité silencieuse. Kylian avait grandi dans un monde où les gens simulaient le pouvoir. Cette femme-là exhalait sa réalité. Il vit lorsque sa posture changea, il vit la tension dans ses épaules, la fermeture abrupte de l'ordinateur,
Et alors, il vit ce qu'elle était sur le point de voir. Kylian détourna son regard vers le couloir extérieur, au-delà des portes vitrées du salon. Un homme grand, blond, avec ce genre de beauté facile qui vieillit mal, marchait en direction de la porte d'embarquement. Il n'était pas seul. Accrochée à son bras, riant la tête en arrière, se trouvait une femme plus jeune, vêtue d'un excès de marque de luxe qui frôlait la caricature. Valérie. Kylian ne connaissait pas son nom, mais il connaissait le type. L'homme portait un petit sac élégant de chez Cartier. La femme essayait de jeter un œil à l'intérieur, l'embrassant dans le cou en public. Kylian reporta son regard sur Camille. Elle marchait vers la sortie du salon. Ses pas étaient décidés. Le rythme d'une exécution. Elle allait sortir, tourner à droite et se retrouver face à la trahison en haute définition. Il y aurait des cris. Il y aurait l'humiliation publique d'une femme brillante, réduite à une épouse trahie devant des inconnus munis de smartphones. Il imagina l'avenir, des vidéos sur TikTok, sur Shorts, Instagram, toutes avec le titre « Femme d'affaires cocu provoque un scandale à l'aéroport ». Brutal, mais c'était la réalité. Kylian se leva. Le mouvement fut fluide, prédateur et élégant. Il ne courut pas, mais dévora la distance entre eux avec de grandes enjambées. Camille atteignit la porte automatique. Le capteur détecta sa présence et le verre commença à glisser. Elle pouvait voir le couloir, elle pouvait voir le flou d'un costume bleu marine familier à quelques mètres de là. La rage montait dans sa gorge comme une vague. Elle allait détruire Jean, elle allait le licencier là, au milieu de l'aéroport. Crier que chaque centime de ce bijou était de l'argent qu'elle avait généré. Elle fit un pas dehors. Non. Le mot fut un ordre bas, guttural, vibrant juste derrière son oreille. Avant que Camille ne puisse traiter le son, elle sentit la chaleur d'un corps solide derrière le sien, et, d'un mouvement rapide mais étrangement doux, une grande main lui couvrit les yeux. Le monde devint noir. L'odeur de bois de santal, de cuir coûteux, et quelque chose d'indéfinissable, comme l'air sec du désert avant l'orage, envahit ses sens, étouffant l'odeur aseptisée de l'aéroport. Camille suffoqua, l'instinct de lutte activé, ses mains montant pour griffer l'agresseur. « Alors regarde !» La voix murmura de nouveau, si près qu'elle sentit son souffle déplacer les mèches lâches de sa nuque et contre son gré, les poils de son corps se hérissèrent tous. La phrase n'était pas une menace, c'était un bouclier. Le destin se débarrasse des déchets. Ne lui donne pas la satisfaction de te voir brisé. La phrase la paralysa. Le destin se débarrasse des déchets. Sous la paume de sa main, ses cils tremblaient. Elle pouvait entendre maintenant, amplifiés par la cécité temporaire, les sons proches, le rire strident d'une femme. « Oh, mon amour, c'est magnifique, tu es le meilleur !» La voix de Valérie, l'assistante de direction junior que Camille avait embauchée 6 mois plus tôt par pitié. Seulement le meilleur pour ma muse, la voix de Jean. La même voix qui avait dit « Je t'aime » ce matin-là, avant de prétendument embarquer pour une réunion cruciale. Ils passèrent à moins de 3 mètres. Le son des talons de Valérie et les pas lourds de Jean s'éloignèrent vers la sortie, ignorant la tempête qu'ils avaient évitée de justesse. Camille cessa de lutter. L'adrénaline qui la poussait à la guerre se transforma soudainement en un tremblement incontrôlable. Ses genoux ne cédèrent qu'une fraction, mais l'homme derrière elle la soutint. Son bras, ferme comme une barre de fer, lui entoura la taille, la maintenant debout, alors que la gravité semblait avoir triplé. « Ils sont partis », dit Kylian, mais il ne retira pas immédiatement sa main de ses yeux. Il attendit que sa respiration perde ce rythme de panique animale. « Je vais retirer ma main maintenant. Si tu cours après lui, je ne t'arrêterai pas. Mais si tu es la femme intelligente que tu sembles être, tu viendras avec moi. » Il écarta sa main. La lumière de l'aéroport blessa les yeux de Camille un instant. Elle cligna des yeux, hébétée, et se retourna. Kylian Alzimal était plus grand qu'il ne le semblait de loin. Sa présence occupait l'espace, aspirant l'air autour. Il ne portait pas de costume-cravate comme les cadres standardisés du salon. Il était vêtu des tenues traditionnelles d'un cheikh,
le keffieh et la dish d'achat. Son visage était un masque aux lignes dures et aux angles sévères, adouci seulement par l'intelligence aiguë dans ses yeux. Camille regarda le couloir vide où Jean avait disparu, puis elle regarda l'étranger. Camille venait d'être sauvée par un inconnu d'un esclandre qui aurait pu détruire la réputation de son entreprise. Et nous le savons, il est très difficile de ne pas réagir avec haine à un tel moment, surtout face à une trahison de cette ampleur. Mais vous, je sais que mes abonnés ont une forte personnalité. Alors dites-moi, vous laisseriez-vous emporter par les bras de cet homme grand et sensuel, ou vous libéreriez-vous de lui pour tout casser sur la tête de votre mari infidèle? Je suis impatient de lire votre décision. Et pendant que vous commentez, continuons, car Camille est sur le point de découvrir qui est l'homme qui l'a si gentiment empêché de devenir un mème sur Internet. Qui êtes-vous? Sa voix était rauque. Quelqu'un qui déteste le gaspillage, répondit Kylian, sans l'ombre d'un sourire. Et ce qui allait se passer ici aurait été un gaspillage de votre dignité. Il fit un geste subtil de la tête vers une zone isolée du salon, protégée par des panneaux de bois et de velours, où une bouteille de whisky vieilli reposait sur une table basse. « Venez, vous avez besoin d'un verre, et vous devez annuler cette carte avant qu'il n'achète une voiture. » La mention pratique de la carte la ramena à la réalité financière, le terrain solide où elle savait marcher. Camille redressa sa colonne, lissa sa robe invisiblement froissée et hocha la tête. Ils marchèrent jusqu'à la zone privée. Kylian congédia le serveur d'un regard et se servit lui-même 2 verres en cristal. Le liquide tourbillonna dans le verre lorsqu'il le lui tendit. Camille s'assit dans le fauteuil en cuir, son corps vibrant encore du choc résiduel. Elle but le whisky comme de l'eau, l'ardeur dans sa gorge, la seule chose réelle du moment. « Il devrait être à Londres, dit-elle. Non pas à Kylian, mais à l'univers. Il a dit que la fusion était compliquée. La fusion n'a jamais existé, je suppose. » dit Kylian, s'asseyant en face d'elle, détendu, l'observant comme un scientifique observe un phénomène rare. « La fusion existe, » rétorqua Camille, son orgueil professionnel blessé, faisant plus mal que son cœur brisé. « J'ai écrit la fusion, j'ai négocié les termes, j'ai préparé le terrain pendant 2 ans. Il n'avait qu'à y aller et serrer des mains. » Elle rit, un son sec et sans humour. « C'est une coquille vide. Vous savez ce que c'est ?» Elle regarda Kylian, ses yeux brillants de larmes de colère qu'elle refusait de verser. J'ai pris un homme médiocre avec un beau sourire et un diplôme acheté et je l'ai rempli d'or. J'ai bâti sa réputation brique par brique. Chaque discours intelligent qu'il a prononcé, je l'ai écrit. Chaque décision stratégique, je l'ai prise. Kylian inclina la tête, l'intérêt dans ses yeux s'approfondissant. Il ne voyait pas une femme en pleurs, déplorant la perte d'un amant. Il voyait une femme d'affaires furieuse, voyant sa boutique taguée. « Pourquoi ?» demanda Kylian. Simple, direct. Camille regarda le fond du verre vide. « Parce que je pensais que si je le faisais briller suffisamment, la lumière se reflèterait sur moi. Je pensais que nous étions partenaires, dans la vie, au travail. » Elle leva les yeux, fixant le Cher. « Je n'ai pas seulement perdu un mari aujourd'hui. J'ai perdu mon projet de vie. Cette femme, Valérie, elle n'en a aucune idée. Elle pense qu'elle a gagné un prix. Elle vient de gagner un parasite qui ne connaît même pas le mot de passe de son propre email. » Kylian posa le verre sur la table. Le son du cristal contre le bois fut définitif. « Alors arrête de le nourrir, dit-il. Tu es le faucon, Camille. Il n'est que le sol où tu te posais. Les faucons ne sont pas faits pour marcher, ils sont faits pour chasser. » Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il connaissait son nom. Bien sûr qu'il savait. Des hommes comme lui n'abordèrent pas d'étrangers sans savoir exactement à qui ils avaient affaire. « Vous parlez comme si c'était simple, » murmura-t-elle. « Ma signature est sur tout, mais le nom sur la porte est le sien. Les noms peuvent être effacés. » Kylian se pencha en avant, envahissant son espace personnel avec une intensité qui rendit l'air raréfié du salon dense. « Je vous ai vu travailler.
J'ai vu comment vous avez réécrit ce contrat en 20 minutes, quelque chose qui prendrait une équipe juridique une semaine. Vous pleurez le mauvais homme, ou plutôt vous regrettez la perte du temps investi. C'est de l'économie, pas de l'amour. Il tendit la main, non pour la toucher, mais pour offrir quelque chose d'intangible. Essuyez votre visage. L'homme que vous avez créé est mort au moment où il a choisi la médiocrité au lieu de l'excellence. La question est maintenant, que va faire la créatrice ensuite? Camille le regarda. La douleur dans sa poitrine était toujours là, une blessure ouverte et sanglante, mais ses paroles agirent comme une cautérisation immédiate. Économie, pas amour. Il avait raison. La trahison du corps était banale, la trahison de l'intellect était impardonnable. Elle prit son téléphone portable, ouvrit à nouveau l'application bancaire. Ses doigts ne tremblaient plus. « Bloquez la carte », dit-elle, sa voix retrouvant son ton habituel d'acier. Et ensuite, appelez l'avocat. Kylian sourit pour la première fois. Ce n'était pas un sourire gentil, c'était le sourire d'un roi qui venait de trouver une reine exilée, prête à être armée pour la guerre. « Excellent début », dit-il. « Mais avant l'avocat, permettez-moi de vous offrir une alternative au vol que vous venez de manquer. Mon jet part dans 1 heure et je vous garantis que le whisky à bord est supérieur à celui-ci. » Camille hésita. Tout ce que la logique lui criait était de rester, de se battre, de faire un scandale, de brûler la terre. Mais en regardant les yeux de cet étranger, elle vit un reflet d'elle-même qu'elle n'avait pas vu depuis des années, quelqu'un qui valorisait la force par-dessus tout. « Où ça ?» demanda-t-elle. « Loin de la cage », répondit Kylian. Et pour la première fois en 10 ans, Camille ferma son ordinateur portable sans sauvegarder le document. L'ascenseur de verre montait vers le 42e étage, mais l'estomac de Camille semblait être resté au rez-de-chaussée. 24 heures. C'était le temps qu'il avait fallu pour que le monde qu'elle avait sculpté de ses propres mains tourne hors de son axe. Elle serra la poignée de son sac en cuir, la seule arme qui lui restait, tandis que les portes s'ouvraient sur le hall de Global Nexus. Le silence était la première chose qui n'allait pas. Normalement, à cette heure-là, l'étage vibrait du bourdonnement des négociations, des téléphones et de l'électricité de la productivité. Aujourd'hui, le silence était lourd, coupable. Les têtes des analystes, des personnes qu'elle avait embauchées et formées, s'abaissèrent à l'unisson lorsqu'elle passa. Personne n'osa la regarder. C'était le comportement de sujets qui connaissaient déjà l'exécution de la reine avant même que le décret ne soit lu. Camille ne s'arrêta pas, marcha directement vers le bureau de la présidence, son bureau, bien que la plaque sur la porte semblât maintenant se moquer de sa naïveté. Elle poussa la double porte en chaîne sans frapper. Jean était là, non pas derrière son bureau, mais assis dans sa chaise, tournant légèrement le dos à la vue sur la ville. Valérie était assise au bout de la table, balançant une chaussure à talons hauts du bout du pied, lisant un magazine de design intérieur. La domesticité de la scène, l'invasion occasionnelle de son sanctuaire professionnel, fut un coup physique plus fort que leur vision à l'aéroport. « Vous avez mis du temps », dit Jean sans se retourner. Sa voix tentait de projeter l'autorité, mais Camille connaissait ce ton. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il essayait de bluffer lors d'une négociation qu'il savait perdue. « Levez-vous de ma chaise, John. » La voix de Camille ne trembla pas. Elle était froide, coupante. « Et retirez cette décoration bon marché de mon bureau. » Valérie rit, un son sec et sans humour, mais ne bougea pas. Jean fit pivoter la chaise. Il semblait fatigué, mais il y avait une lueur fébrile dans ses yeux. La lueur d'un homme médiocre qui avait finalement trouvé un moyen de tricher avec le système. « Ce n'est plus votre bureau, Camille. » Il fit glisser un dossier bleu sur la surface en acajou. Le conseil s'est réuni ce matin en urgence. Camille s'approcha, ignorant la présence de Valérie, comme si elle était un meuble de mauvais goût. Elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent le jargon juridique avec la vitesse de quelqu'un qui avait vécu en respirant des contrats pendant une décennie. Manquement à l'éthique, à la conduite et à la morale professionnelle. Elle lâcha un rire incrédule, jetant le papier en arrière. « Vous plaisantez ?»
J'ai construit le chiffre d'affaires de cette entreprise. Je suis la moralité financière de cet endroit. Vous avez été vu en train de boire avec le cher Kylian Alzimal, un homme connu pour ses excentricités alors que vous étiez encore techniquement ma fiancée, dit Jean, l'hypocrisie dégoulinant de chaque syllabe. Les photos de l'aéroport ont fuité, des sites à potins. Camille ne peut pas avoir sa PDG associée à des scandales d'alcôve avec des milliardaires étrangers. Nous avons activé la clause 14. Camille sentit le sang quitter son visage. La clause 14. Elle l'avait elle-même écrite, conçue pour protéger l'entreprise des directeurs qui commettaient des fraudes ou des crimes publics. Jean utilisait sa propre arme contre elle, déformant le récit. Il l'avait trompée avec sa secrétaire, mais elle serait la méchante de l'histoire publique pour avoir accepté un trajet. Vous couchez avec votre assistante depuis 6 mois, Jean. J'ai les relevés de la carte d'entreprise. Les relevés ne sont que des chiffres, les photos sont des narrations, rétorqua-t-il, se levant et ajustant le costume que Camille lui avait acheté. De plus, Valérie est maintenant vice-présidente des opérations. Le conseil a adoré l'idée de 109. Il pense que vous étiez fatigué, émotionnellement instable. Valérie afficha un sourire prédateur de celle qui vient d'hériter d'un royaume sans avoir combattu dans la guerre. La sécurité va vous accompagner jusqu'à la sortie, Cam, dit Valérie, utilisant le diminutif avec une intimité venimeuse. Pas besoin de nettoyer votre bureau, nous ferons emballer vos affaires, les insignifiantes, bien sûr. Camille regarda Jean. Elle chercha une trace de l'homme qu'elle avait aimé, un signe de remords. Elle ne trouva que le soulagement lâche de celui qui frappe avant d'être frappé. Il ne l'avait pas vaincu en étant meilleur. Il l'avait vaincue parce qu'elle jouait aux échecs pendant qu'il mettait le feu à l'échiquier. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle ne le sentit qu'une seule fois, absorbant la défaite totale. La trahison du corps faisait mal, mais la perte de Global Nexus était une amputation de l'âme. Elle tourna le dos et sortit, sentant le regard de triomphe de Valérie brûler sa nuque. Au rez-de-chaussée, la pluie tombait à verse, lavant la suie de la ville grise. Camille s'arrêta sur le trottoir sans parapluie, laissant l'eau tremper sa soie italienne. Elle n'avait nulle part où aller. L'appartement était au nom de l'entreprise, la voiture louée par l'entreprise. En 20 minutes, Jean l'avait transformée en une indigente de luxe. Une Rolls-Royce noire, lustrée comme du pétrole, glissa silencieusement jusqu'au trottoir, fendant le rideau de pluie. La porte arrière s'ouvrit. Kylian Alzimal était à l'intérieur. Il ne sourit pas, il n'offrit pas de fausses condoléances. Il tendit simplement la main comme il l'avait fait à l'aéroport. « La ville est froide pour qui n'a pas de château », dit-il, sa voix grave rivalisant avec le tonnerre. « Entrez ». Camille monta. L'intérieur de la voiture était un univers à part, sentant le cuir et le bois de santal, isolé du chaos extérieur. Kylian observa l'eau couler sur ses cheveux, ruinant son maquillage impeccable. « Ils ont tout pris », demanda-t-il. Ce n'était pas une question de curiosité, mais de confirmation tactique. « Tout », murmura Camille, le choc cédant finalement à un tremblement incontrôlable. « L'entreprise, la réputation, même ma maison. Ils ont pris ce que vous aviez, pas ce que vous êtes. » Kylian fit signe au chauffeur et la voiture commença à bouger, s'éloignant doucement du bâtiment qui représentait sa vie passée. Jean a joué selon les règles des petits hommes. Il a gagné la bataille parce que vous vous battiez avec honneur dans une fosse aux voleurs. Il lui servit un verre d'eau, pas d'alcool, et le lui tendit. « Venez avec moi, Camille. Pas pour un week-end, pas pour une évasion. Venez dans mon pays. Laissez les avocats se battre pour les miettes ici. Vous devez guérir votre esprit avant d'aiguiser à nouveau votre épée. Le désert a une manière particulière de remettre les choses en perspective. Le silence y est absolu. Il ne juge pas. Il existe simplement. » Camille regarda par la fenêtre assombrie. La ville qu'elle avait conquise était maintenant brouillée par la pluie et les larmes qu'elle refusait de verser. Il n'y avait rien pour elle là, seulement des fantômes et des débris. « Emmenez-me », dit-elle, « n'importe où, sauf ici. »
La chaleur d'Al-Waha était différente de tout ce que Camille avait jamais ressenti. Ce n'était pas la chaleur étouffante et humide des tropiques, ni la chaleur sèche et poussiéreuse de l'été en ville. C'était une chaleur dorée, une présence physique qui semblait pénétrer les os et faire fondre la tension accumulée des années. Le palais de Kilian n'était pas une maison, c'était une ville miniature, érigée comme un mirage de marbre blanc et de carreaux lapis-lazuli au milieu des dunes infinies. Des patios intérieurs remplis de fontaines murmurantes, des jardins suspendus qui défiaient l'aridité du désert et des couloirs si silencieux que Camille pouvait entendre les battements de son propre cœur ralentir jour après jour. Durant les premières semaines, elle ne fit rien. Kilian interdit les téléphones, les ordinateurs portables et les nouvelles. « Vous êtes en désintoxication », déclara-t-il le premier matin, retirant sa montre de son poignet avec une délicatesse surprenante. Ici, le temps est mesuré par le soleil, pas par les échéances trimestrielles. Camille résista au début. L'inactivité la rendait anxieuse. Ses mains cherchaient des claviers fantômes. Son esprit tentait de calculer le coût opérationnel de ce luxe obscène. Mais le désert était implacable dans sa séduction. Des bains aromatiques, des massages qui dénouaient des nœuds musculaires qu'elle portait depuis l'université, des repas qui étaient des symphonies d'épices. Elle commença à voir Kilian non pas comme le milliardaire impitoyable qu'elle connaissait des magazines, mais comme un homme de sa terre. Il troqua les costumes italiens contre des tuniques de lin blanc. Il riait davantage et lui consacrait une attention que Jean ne lui avait jamais accordée, même au plus fort de leur passion. Kilian ne l'exhibait pas. Il l'observait comme quelqu'un qui admire une œuvre d'art complexe en cours de restauration. Un après-midi, il l'emmena aux écuries royales. L'odeur de foin et de cuir la frappa, terreuse et réelle. « Choisissez, dit-il, désignant les box où attendaient des étalons arabes d'une valeur inestimable. » Camille marcha dans le couloir, s'arrêta devant un animal noir, nerveux, qui tapait du sabot contre la porte et roulait des yeux. « Celui-ci, dit-elle. » Kilian leva un sourcil. « Jalal. Il est capricieux. Il a fait tomber 3 dresseurs. La plupart préféreraient la jument blanche. Elle est plus docile. »« Je n'aime pas les choses dociles. » répondit Camille, tendant la main. Le cheval renifla, mais s'arrêta, sentant sa paume. Il est juste frustré parce qu'on essaie de le contrôler par la force brute. Il a besoin de respect. Kilian sourit, un sourire authentique qui fit remuer son estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec les affaires. Intéressant. Alors, montez. Ils galopèrent dans le désert ouvert. Le vent chaud frappait le visage de Camille, libérant ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas aux marges bénéficiaires ou à l'approbation des actionnaires. Elle était concentrée uniquement sur le rythme de l'animal sous elle, sur la vastitude du sable qui brillait comme de l'or moulu sous le soleil couchant. Elle se sentit puissante, non pas le pouvoir fragile d'un poste exécutif qui pouvait être retiré par un vote, mais un pouvoir primitif, viscéral. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au sommet d'une haute dune pour voir le coucher de soleil, Kilian descendit et l'aida à descendre. Ses mains restèrent sur sa taille un peu plus longtemps que nécessaire. La sueur brillait sur sa peau et elle se sentait vivante, vibrante. « Vous êtes né pour ça », murmura Kilian, écartant une mèche de cheveux de son visage. Pas pour être enfermé dans une salle de verre sous une lumière fluorescente, dépérissant pour des hommes qui ne peuvent pas voir le feu que vous portez. J'ai construit cette salle de verre, se défendit-elle, mais sa voix manquait de conviction. C'était mon empire. C'était votre cage, corrigea-t-il doucement. Vous avez construit une cage dorée et vous l'avez appelée Maison Jean. Il n'a fait que changer la serrure. Il vous a rendu service, Camille, bien qu'il soit trop stupide pour le réaliser. Il l'attira près de lui. Son odeur, musc, désert et homme, l'enveloppa. Le baiser ne fut pas hésitant. Ce fut une revendication. Ce fut la réponse à toutes les nuits froides et solitaires qu'elle avait passées à travailler pendant que Jean était occupé.
Kilian l'embrassa comme si elle était de l'eau dans une terre sèche, avec un besoin désespéré et révérencieux. Camille s'y abandonna sous le ciel qui commençait à se remplir d'étoiles. La logique du marché semblait sans importance. Les semaines se transformèrent en mois. L'exil devint une vie. La douleur de la trahison de Jean devint une cicatrice lointaine, une histoire qui semblait être arrivée à quelqu'un d'autre. Par une nuit de pleine lune qui illuminait la terrasse privée des appartements royaux, Kilian servit du vin. L'air était parfumé de jasmin de nuit. Camille portait une robe de soie bleue qui coulait comme de l'eau autour de son corps, une pièce que Kilian avait fait faire pour elle. Elle ressemblait à une reine. Kilian posa la coupe et prit ses mains. La gravité de son visage fit battre son cœur. Mon père disait qu'un roi n'est fort que de la paix qu'il parvient à maintenir chez lui, commença-t-il. J'ai passé ma vie à étendre les frontières, à acheter des entreprises, à accumuler du pouvoir. Mais quand je reviens dans ce palais, il est vaste et résonne de solitude jusqu'à ce que vous arriviez. Camille retint son souffle. Kilian, j'ai vu comment le monde extérieur vous a traité, Camille. J'ai vu comment ils ont sucé votre talent et craché votre loyauté. Il s'agenouilla. Le geste était si anachronique, si puissant venant d'un homme qui avait le monde à ses pieds, que ses yeux s'embuèrent. Je ne veux plus que vous vous battiez. J'ai des armées pour combattre. J'ai des avocats pour saigner. J'ai assez d'or pour acheter le silence de n'importe quelle critique. Il sortit une boîte de velours de sa poche. À l'intérieur, un diamant jaune taillé de manière brute et magnifique brillait comme un morceau du soleil du désert lui-même. Épousez-moi, soyez la Madame Alzimal. Laissez-moi placer un bouclier entre vous et le monde. Vous n'aurez plus jamais besoin de lire un contrat. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier des trahisons ou des faillites. Je vous donnerai le monde, Camille, pour que vous puissiez simplement y vivre au lieu de devoir le porter sur votre dos. Les mots étaient tout ce qu'une partie d'elle, la partie blessée, épuisée et humiliée, désirait entendre. Promesse de sécurité, promesse d'amour inconditionnel, protection éternelle. Mais quelque part, au fond de son esprit, une alarme silencieuse retentit. Vous n'aurez plus jamais besoin de lutter. La phrase était douce comme du miel, mais portait un poids qu'elle ne parvenait pas à identifier sur le moment. C'était la promesse d'un paradis. Mais tout paradis a des murs. Camille regarda le diamant, regarda les yeux de Kilian, remplis d'adoration et d'une volonté féroce de la protéger. Elle était fatiguée de la guerre, elle voulait la paix. « Oui », murmura-t-elle, tendant la main. Kilian glissa l'anneau à son doigt. Le poids du bijou était considérable. Il embrassa sa main, scellant le pacte. Il la souleva et l'étreignit, enfouissant son visage dans son cou. Camille ferma les yeux, sentant la chaleur de son corps. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Elle avait gagné d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors, pourquoi, en regardant par-dessus son épaule, vers le désert vaste et sombre, sentit-elle un frisson parcourir sa colonne vertébrale, comme le son d'une lourde serrure, tournant silencieusement au loin? Ce furent 3 mois depuis que Camille avait dit oui, 3 mois à vivre dans un mirage de marbre et de soie. Le monde extérieur, celui où elle se réveillait à 5 heures du matin, le cœur battant à cause des délais et des objectifs, semblait appartenir à une autre vie, à une autre femme. Maintenant, ces matinées commençaient par des bains de lait et d'huiles essentielles, préparés par des servantes silencieuses qui semblaient glisser sur le sol de pierre polie. Il n'y avait pas de montre visible sur les murs, seulement le changement lent et inexorable de la lumière du soleil sur les dunes dorées visibles depuis le balcon. Kilian avait tenu sa promesse avec une précision militaire. Il avait construit un bouclier impénétrable autour d'elle. Aucun contrat ne parvenait à ses mains, aucun téléphone ne sonnait avec de mauvaises nouvelles. Le silence était absolu, luxueux et, pour un esprit accro au chaos productif, assourdissant. Camille était assise sur une chaise longue en teck, à l'ombre de palmiers dattiers dans la cour intérieure. Un livre de poésie persane reposait sur ses genoux, ouvert à la même page depuis 1 heure. Ses yeux, cependant, n'étaient pas sur les vers.
D'un mouvement furtif, presque criminel, elle glissa sa main sous le coussin de velours et en sortit une fine tablette qu'elle y avait cachée. L'éclat de l'écran illumina son visage, reflétant une expression que Kylian n'avait pas vue depuis des semaines. La faim. Elle ne regardait pas les réseaux sociaux ou les achats de luxe. Elle surveillait le marché boursier en temps réel. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle zoomait sur le graphique des entreprises Vauban, l'entreprise qu'elle avait bâtie de rien et qui était maintenant sous le commandement de Jean. C'était un massacre. Les lignes rouges dégringolaient comme des cascades de sang numérique. « Idiot !» murmura-t-elle, les dents serrées. « Vous utilisez les actifs à court terme pour combler les trous de trésorerie. Qui vous a appris à lire un bilan ?» La question mourut dans l'air chaud du désert. La colère montait dans sa gorge, un goût acide et familier. Elle vit une note de bas de page dans un rapport financier divulgué. Restructuration de la gestion de marque supervisée par Valérie S. Camille lâcha un rire sec et sans humour. Valérie, la femme qui parvenait à peine à organiser un déjeuner sans créer d'intrigue, jouait maintenant à la femme d'affaires avec l'héritage que Camille avait construit avec sueur et larmes. C'était comme voir un enfant maltraité par des parents adoptifs négligents, tandis qu'elle, la mère biologique, observait impuissante à travers une vitre blindée. Camille, la voix grave de Kylian, la fit sursauter. Dans un réflexe conditionné par la peur d'être réprimandée, non par la violence, mais par la déception dans ses yeux, elle repoussa la tablette sous les coussins. Quand elle se retourna, Kylian était debout sous l'arche de l'entrée, vêtu d'une tunique blanche, informelle, mais avec la posture d'un roi. Il sourit en la voyant, un sourire d'adoration pure qui commençait dernièrement à peser des tonnes sur ses épaules. « Vous semblez tendue, ma chérie, » dit-il s'approchant et embrassant le sommet de sa tête. « Quelque chose vous dérange? La chaleur est-elle trop forte? Puis-je faire installer des nébuliseurs ici dehors ?»« Non, Kylian, tout est parfait. » Le mot sortit traînant avec un goût de cendre. Juste en train de lire, il regarda le livre de poésie oublié, Hafiz. Un excellent choix. Il s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains. Ses mains, autrefois tachées d'encre et calleuses par l'usage constant des claviers, étaient maintenant douces, les ongles peints d'un ton nude, impeccable. C'étaient des mains de poupée. « Ce soir, nous aurons ce dîner avec la délégation européenne. Je sais que je vous ai promis que vous n'auriez pas à vous mêler de politique, mais votre présence, en tant que ma fiancée, est importante. Il suffit de sourire et de me laisser m'occuper des rapaces. » « Oh, il suffit de sourire, » répéta-t-elle, sentant un pincement au cœur. « Bien sûr. » Ce soir-là, la salle de banquet du palais scintillait de l'éclat des cristaux et de l'or. La longue table pouvait accueillir 20 personnes, entre diplomates, magnates du pétrole et ministres. Camille portait une robe de soie bleu nuit, avec le diamant jaune soleil du désert scintillant à sa gorge. Elle était l'image de la perfection, calme, élégante, un ornement d'une valeur inestimable à côté du pouvoir brut de Kylian Alzimal. La conversation s'écoulait entre banalité et négociations voilées. Kylian dominait l'ambiance avec charisme, mais Camille, entraînée à l'art de la guerre corporative, remarquait les nuances qu'il manquait. Kylian était un leader de nation axé sur les macrostratégies et l'honneur. Il ne voyait pas les pièges détaillés que les Européens montaient. « Le problème, Votre Altesse », dit un diplomate français avec un sourire condescendant en faisant tourner sa coupe de vin, « c'est que la logistique du nouveau gazoduc rencontre des barrières infranchissables dans le détroit. Les assureurs maritimes de Londres refusent la couverture en raison de l'instabilité sur la route nord. Sans assurance, pas de transport. Sans transport, le contrat n'est que du papier. Je crains que nous devrons renégocier les tarifs à la baisse, bien sûr, pour compenser notre risque. » La table se tut. Kylian fronça les sourcils. Il savait qu'il était acculé, mais la logique semblait solide. Il ouvrit la bouche pour accorder un ajournement, une défaite tactique. « Ce n'est pas exact. » La voix de Camille coupa le silence. Ce n'était pas un murmure, ni un cri. C'était la voix de commandement qu'elle utilisait dans les salles de réunion. Kylian se tourna vers elle, les yeux écarquillés de surprise.
Le diplomate français leva un sourcil amusé. « Pardon, mademoiselle. » Camille redressa sa posture. L'ennui des derniers mois s'évapora, remplacé par une injection d'adrénaline qui fit dilater ses pupilles. Elle n'était plus au palais, elle était dans le jeu. « Monsieur cite la clause 4 du traité maritime de 2018, dit-elle, poussant l'assiette de dessert intacte sur le côté et appuyant ses coudes sur la table, rompant l'étiquette royale. Mais l'amendement de Rotterdam de l'année dernière a créé une exception pour les cargaisons énergétiques stratégiques, s'il y a une garantie souveraine de l'État exportateur. Kilian n'a pas besoin d'assureur de Londres. Le fonds souverain peut agir comme garant de la cargaison. Elle prit une serviette en lin et un stylo en or qui était à côté de l'assiette de Kilian. Si l'État garantit la coque, le risque de la cargaison tombe à la catégorie B, continua-t-elle, dessinant un schéma rapide sur le tissu. Cela réduit la prime de 40% et élimine le besoin de renégociation. En fait, étant donné la demande actuelle en hiver européen, c'est monsieur qui devrait nous offrir une prime pour l'exclusivité, et non demander des réductions. Camille leva les yeux de la serviette et fixa le Français. Son regard était aussi tranchant que du verre brisé. Ou je me trompe, et la cotation du Brent n'a pas augmenté de 3 points ce matin. Le silence qui suivit fut absolu. Le diplomate français pâlit, pris dans sa tentative de bluff. Les autres ministres regardèrent de Camille à la serviette, puis à Kilian, atterré. Kilian regarda la femme à ses côtés. Il s'attendait à voir la fiancée timide qu'il protégeait. Au lieu de cela, il vit un faucon qui venait de briser ses entraves. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillaient d'une intelligence féroce et d'une vivacité qu'il n'avait pas vue depuis l'aéroport. Elle était magnifique, et pour la première fois, il réalisa qu'elle respirait vraiment. « Ma fiancée », dit Kilian, la voix rauque de fierté, mais avec un sous-texte de révélation personnelle. « A raison. Le fonds souverain couvrira l'assurance. Le prix reste le même. » Lorsque le dîner fut terminé et que les invités partirent, stupéfaits par le retournement de situation, Kilian n'emmena pas Camille dans la chambre. Il l'emmena sur le balcon principal, où le vent du désert soufflait froid et libre. Elle était encore électrique, marchant d'un côté à l'autre, gesticulant en parlant de matières premières et de produits dérivés. Et ils pensaient pouvoir utiliser l'instabilité régionale comme levier, mais ils ont oublié que la liquidité est à nous. C'était une erreur d'amateur, Kilian. Jean essayait de me faire ça lors des réunions budgétaires, et elle s'arrêta brusquement. Le nom de son ex-mari plana dans l'air comme une malédiction. Son énergie se dissipa, laissant place à la honte. Elle regarda ses mains, son alliance. « Excusez-moi, j'ai trop parlé. Je vous ai déshonoré devant eux. » Kilian s'approcha lentement. Il ne la toucha pas comme si elle était en porcelaine. Cette fois, il la saisit fermement par les épaules, la forçant à le regarder. « Vous ne m'avez pas déshonoré, Camille. Vous m'avez sauvé. » Il marqua une pause, ses yeux sombres, scrutant son âme. « Et j'ai failli vous détruire. »« Quoi? De quoi parlez-vous? Vous m'avez tout donné. »« Je vous ai donné une autre cage, » corrigea-t-il avec amertume dans la voix. « Une cage d'or et de diamants, mais une cage quand même. Je vous ai regardé à l'aéroport et j'ai vu une femme blessée qui avait besoin de repos. J'ai voulu être un héros. J'ai voulu porter le monde pour que vous n'ayez pas à le faire. » Il relâcha ses épaules et marcha jusqu'au parapet, regardant l'obscurité vaste de son royaume. « Mais ce soir, j'ai vu la vérité. J'ai coupé les ailes d'une aigle et j'ai espéré qu'elle serait heureuse, picorant le sol comme un animal domestique. » Il se tourna vers elle, l'expression intense. « La lumière est revenue dans vos yeux lorsque vous avez détruit cet argument à table. C'est ça, Camille. Pas la femme qui cueille des fleurs dans le jardin, mais la femme qui redessine les cartes. » Camille sentit les larmes lui picoter les yeux. Personne ne l'avait jamais vue avec une telle clarté. Jean aimait l'argent qu'elle apportait. Le monde aimait sa compétence, mais Kilian aimait sa force et était prêt à admettre sa propre erreur pour l'honorer.
Ça me manque, confessa-t-elle d'une voix étranglée. Je vous aime, Kylian. J'aime la paix que vous me donnez, mais la guerre me manque. Construire des choses me manque. Être moi-même me manque. Alors vous le serez, promit-il. Kylian sortit un téléphone satellite de la poche de sa tunique. Ce n'était pas son appareil personnel, mais celui qu'il utilisait pour les affaires d'État et de sécurité nationale. « Qu'allez-vous faire » demanda Camille. « Je vais vous donner un cadeau de mariage anticipé. » Et il sortit, la laissant seule avec ses pensées. Loin de là, dans un bureau de verre de l'autre côté de l'océan, Jean trinquait au champagne bon marché aux côtés de Valérie, ignorant le téléphone qui commençait à sonner avec insistance sur le bureau de sa secrétaire. Il ne savait pas, mais le désert venait de déclarer la guerre. Le palais d'Alzimal n'était pas seulement décoré. Il avait été transformé en un organisme vivant de soie, d'or et de lumière. Pour le monde extérieur, c'était le conte de fées du siècle, l'exécutive occidentale qui avait conquis le cœur du cher milliardaire. Mais devant le miroir à 3 faces dans ses appartements privés, Camille ne voyait qu'une poupée de porcelaine polie pour l'exposition. Les servantes ajustaient la tiare de diamants, une relique qui avait appartenu à la grand-mère de Kylian, assez lourde pour provoquer un mal de tête en quelques minutes. Camille toucha le métal froid. C'était magnifique, inestimable, et d'une certaine manière, cela ressemblait à un collier incrusté de pierres précieuses. Kylian entra dans la chambre, sans être annoncé. Le protocole exigeait qu'il ne la voie pas avant la cérémonie officielle du lendemain, mais Kylian Alzimal réécrivait les lois à sa guise. Il s'arrêta à la porte, sa silhouette imposante se reflétant dans les miroirs, son costume arabe taillé sur mesure, ne parvenant pas à dissimuler la posture prédatrice de celui qui préférait chevaucher dans le désert plutôt que de signer des traités. Il congédia les servantes d'un geste subtil de la main. Lorsqu'ils furent seuls, le silence de la pièce semblait amplifié par le bourdonnement lointain des hélicoptères de la presse internationale qui orbitaient le périmètre du palais comme des mouches à viande. « Vous ressemblez à une reine », dit-il, s'approchant. Sa voix était du velours sur du gravier, un mélange qui provoquait encore des frissons dans le dos de Camille. « Je me sens comme un trophée, Kylian. » La confession échappa avant qu'elle ne puisse la filtrer. Elle se retourna, la robe de soie bruissant comme un soupir. « Tout cela est magnifique, mais j'ai l'impression de prendre ma retraite de ma propre vie. » Kylian s'arrêta, l'expression se durcissant un instant avant d'être masquée par cette tendresse protectrice qui commençait dernièrement à l'étouffer. Il tint son visage entre ses mains. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne peut vous toucher, personne ne peut vous trahir ou utiliser votre talent pour s'enrichir pendant que vous saignez. N'est-ce pas ce que j'ai promis ? La sécurité n'est pas la même chose que la vie, murmura-t-elle, mais il la calma d'un baiser sur le front, traitant son angoisse comme un trac prénuptial. Descendez quand vous serez prête. Le monde attend de voir la femme qui a dompté le faucon. Il sortit, la laissant seule avec le reflet d'une femme qui avait tout, sauf le stylo, pour écrire le prochain chapitre. Dans la grande salle de bal, convertie en centre de réception pour la presse et les diplomates, l'atmosphère était électrique. Des serveurs glissaient avec des plateaux d'argent et l'odeur de fleurs rares importées luttait contre l'arôme métallique des caméras et des équipements de transmission. Camille descendit le grand escalier, le clic frénétique des obturateurs résonnant comme une tempête de grêle. Kylian l'attendait au bas des marches, offrant son bras comme une ancre. C'est alors que la bulle de perfection éclata. Un murmure commença près de l'entrée est, où la sécurité était moins ostentatoire pour permettre le flux des correspondants internationaux. Des voix altérées, un cri aigu, et puis le son inimitable d'un microphone qui l'arsène. « Vous voulez la vérité sur la future princesse ?» La voix était rauque, désespérée, et frappa Camille comme un coup physique à l'estomac. La foule de reporters s'ouvrit comme la mer Rouge, non par respect, mais par l'instinct charognard de capturer le désastre. Au centre du cercle, le visage brillant de sueur et un costume qui avait connu des jours meilleurs, se trouvait Jean. À ses côtés,
Valérie tentait de garder une posture altière, mais ses yeux dardèrent vers les sorties, flairant le danger. Jean tenait une liasse de papier froissé dans une main et pointait un doigt tremblant vers le haut de l'escalier. « Elle n'est pas une victime !» cria Jean, se tournant vers les caméras qui, avides, pivotèrent pour se concentrer sur lui. « Les entreprises Vauban sont en faillite, oui, mais pas à cause de moi. Le trou financier a commencé avec elle. Camille a détourné des fonds vers des comptes offshore avant de fuir dans le désert avec son amant milliardaire. » Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par le son de la respiration lourde de Jean. Kilian se raidit aux côtés de Camille. La température autour de lui sembla chuter de 10 degrés. Il ne cria pas. Il fit juste un signe minuscule avec 2 doigts au chef de la garde royale. C'était une sentence de mort silencieuse. Des hommes armés commencèrent à se déplacer dans l'ombre, prêts à faire disparaître Jean de l'existence, pas seulement de la fête. Mais Camille vit quelque chose de plus. Elle vit les yeux de Jean. C'étaient les yeux d'un homme acculé, un animal blessé qui savait que le prédateur resserrait le piège. Les murs financiers que Kilian avait secrètement construits l'écrasaient. Et cette humiliation publique était sa dernière carte, détruire sa réputation pour créer un écran de fumée juridique. « Arrêtez !» dit Camille. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité qui fit hésiter Kilian. « Camille, ne regardez pas cela, je vais m'occuper des déchets. » La main de Kilian se posa sur son épaule, essayant de la faire pivoter, essayant de la protéger à nouveau. Non, elle se dégagea de son contact. Pour la première fois depuis des mois, le feu qui l'avait rendu une PDG légendaire revint courir dans ses veines, brûlant la mélancolie. Si vous le retirez de force, le monde croira qu'il dit la vérité. Elle commença à descendre les marches restantes seule. La robe de haute couture, faite pour la faire paraître éthérée, semblait maintenant une armure de combat. Chaque pas résonnait sur le marbre. Le son des clics des caméras cessa. Les reporters savaient qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus précieux qu'une photo. Ils voyaient du sang. Camille s'arrêta à 3 mètres de Jean. De près, il sentait le whisky bon marché et la peur. Valérie recula d'un pas, se cachant derrière l'épaule de l'homme qu'elle était censée aimer. « Vous avez beaucoup de courage, Jean », dit Camille, sa voix calme, projetée parfaitement pour les microphones proches. « Ou beaucoup de stupidité à venir ici, dans la maison d'un homme qui commande des armées, pour raconter des mensonges. » Des mensonges. Jean rit. Un son nerveux et aigu. Il secoua les papiers. « J'ai des audits ici, Camille, des documents qui prouvent que les transferts ont commencé sous votre gestion. Vous avez construit l'entreprise sur du sable et vous m'avez laissé tenir la bombe pendant que vous jouiez les maîtresses. » Il jeta les papiers par terre à ses pieds. C'étaient des tableurs complexes, remplis de chiffres rouges. Un reporter de CNN se baissa pour photographier les documents. Les entreprises Vauban ont perdu 60% de leur valeur marchande en 3 mois, continua Jean, gagnant en confiance en voyant les caméras braquées sur lui. Des investisseurs fantômes achètent nos dettes, étouffant le crédit. Qui a le pouvoir de faire cela? Qui a l'argent infini pour détruire une entreprise française légitime? Il désigna Kilian, qui observait du haut de l'escalier, avec une expression illisible, bien que ses poings fussent serrés le long de son corps. « C'est une attaque coordonnée », cracha Jean. « Elle a volé l'argent et il utilise l'argent du pétrole pour masquer la trace et acheter ce qu'il reste pour des centimes. C'est un crime corporatif international. » L'accusation plana dans l'air, toxique. Les reporters commencèrent à murmurer. Le récit de Jean était séduisant. Le couple puissant, écrasant le petit entrepreneur. C'était David contre Goliath, si David était un menteur pathologique. Camille regarda les papiers par terre, mais ne les ramassa pas. Elle connaissait ses chiffres. Elle connaissait chaque centime de cette entreprise. Un audit de Dubois & Associés? Camille demanda en lisant l'entête d'une feuille tombée sans se baisser. Elle leva les yeux vers Jean, un sourire froid courbant ses lèvres. Curieux, Dubois & Associés a perdu sa licence d'exploitation il y a 6 semaines pour fraude dans 3 États.
Vous avez forgé ces documents, Jean, et vous n'avez même pas pris la peine d'utiliser une entreprise qui existe encore légalement. Le visage de Jean perdit sa couleur. Il tenta de couvrir le logo avec son pied, un mouvement maladroit qui ne passa pas inaperçu. C'est sans importance. Les chiffres sont réels, cria-t-il, suant abondamment. Vous avez drainé le fonds de réserve que j'ai créé pour l'expansion asiatique. Camille fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. Jean recula. Ce fonds était intact le jour où je suis parti. S'il est vide maintenant, Jean, c'est parce que vous avez acheté cette villa sur la Côte d'Azur et le yacht que Valérie a posté sur Instagram la semaine dernière. Le guerrier des mers, n'est-ce pas? 4 millions d'euros payés comptant. Valérie poussa un cri étouffé lorsque les caméras se tournèrent vers elle. « Comment avez-vous… » Jean balbutia. « J'ai construit cette entreprise, Jean. Je connais le flux de trésorerie mieux que je ne connais les lignes de ma propre main. » La voix de Camille monta vibrante, dominant le salon. Elle ne se défendait plus, elle attaquait. « Vous avez pris un empire et l'avez transformé en un système pyramidal pour financer votre ego. Et maintenant que l'eau vous est montée jusqu'au cou, vous venez blâmer l'architecte pour le naufrage du capitaine ivre. » « Ce n'est pas vrai. » Jean balbutia désespéré, regardant les journalistes en quête de soutien. « Elle bluffe. L'entreprise est attaquée par une holding fantôme des îles Caïmans. C'est de la manipulation de marché. Ils sont en train de voler mon entreprise. » Camille s'arrêta. Elle regarda Kylian en haut de l'escalier. Le cheikh ne bougea pas, mais ses yeux rencontrèrent les siens. Il y avait de la fierté là, oui, mais aussi une tension dangereuse. Le secret de la holding fantôme était la seule pièce que Jean avait devinée, même sans connaître l'étendue de la vérité. Si Camille niait et que la vérité apparaissait ensuite, sa crédibilité serait détruite. Si elle confirmait, elle admettrait la guerre financière de Kylian. Jean percevant l'hésitation. Une lueur malicieuse apparut dans ses yeux. Il sortit un second document de la poche intérieure de sa veste, celui-ci semblant beaucoup plus officiel avec des sceaux bancaires récents. « Ah, le silence de la culpabilité !» se moqua Jean. « J'ai ici le traçage IP des ordres d'achat hostiles qui détruisent les entreprises Vauban. Devinez d'où ils viennent? D'un serveur privé enregistré dans ce palais. » Le salon retint son souffle. Jean leva le papier comme une épée. « Vous n'êtes pas des sauveurs, siffla-t-il à Camille. Vous êtes des pilleurs et je vais prouver au monde que ce mariage n'est qu'une fusion illégale déguisée en romance. » Valérie, réalisant que Jean avait peut-être une vraie arme cette fois, redressa sa posture, recommençant à sourire aux caméras. Le flash des appareils photo devint aveuglant. Camille sentit le sol trembler sous ses pieds, non de peur, mais de la compréhension soudaine de la complexité du jeu. Kylian avait attaqué, oui, mais Jean, dans son désespoir de rat acculé, avait trébuché sur une vérité qui pourrait transformer le mariage royal en un scandale mondial de manipulation de marché. Elle regarda Kylian à nouveau. Il commença à descendre les marches lentement, comme la mort s'approchant. Mais Camille savait que la force brute ne le sauverait pas maintenant. Jean avait un papier. Elle avait besoin de quelque chose de plus fort que la vérité. Elle avait besoin de l'échec et mat. « Montrez le papier, Jean !» défia Camille, tendant la main, sa paume ouverte et ferme, exigeant la preuve qui pourrait les détruire ou les libérer. « Voyons ce que vous avez vraiment, en dehors des dettes et d'une maîtresse coûteuse. » Le sourire de Jean vacilla pendant un millième de seconde avant qu'il ne tende le document. Le contact du papier dans la main de Camille fut froid, coupant. Le monde entier regardait, attendant de voir si la reine tomberait avant même d'être couronnée. Camille tint le document. Le papier semblait peser 1 tonne, non par son grammage, mais par l'accusation imprimée à l'encre noire. Ses yeux balayèrent les lignes rapidement, son esprit analytique prenant le dessus sur la panique. Il y avait des journaux d'accès, des adresses IP cryptées qui menaient directement au serveur de Kylian et des ordres d'achat massifs qui avaient dévalorisé les actions des entreprises Vauban au cours des dernières 48 heures. Jean souriait, un regard victorieux de celui qui croyait avoir acculé sa proie.
À ses côtés, Valérie arrangeait ses cheveux, prête à assumer le rôle de victime de la cupidité d'autrui devant la presse mondiale. « Lisez à voix haute, ma chère », provoqua Jean. « Dites-leur comment votre fiancé a manipulé le marché pour voler ce qui est à moi. » Kylian termina de descendre les marches. Il ne courut pas, il ne cria pas. Sa présence remplit le silence du salon comme un nuage d'orage chargé d'électricité statique. Il s'arrêta à côté de Camille, sa main se posant doucement sur le bas de son dos. Le contact n'était pas de possession, mais d'ancrage. Un rappel qu'elle n'était pas à la dérive. « Vous avez raison, Jean, » dit Kylian. Sa voix était calme, projetée avec l'autorité de celui qui commande des armées, pas seulement des entreprises. Les ordres sont venus de mon bureau. Un murmure de choc parcourut la foule. Les caméras se déclenchèrent frénétiquement. Camille le regarda, les lèvres entr'ouvertes, sentant le monde tourner. Il était en train de confesser. Jean laissa échapper un rire court et nerveux. Voilà l'admission. Fraude corporative, manipulation de... Terminez la phrase, Jean, interrompit Kylian, le ton descendant d'une octave, devenant dangereusement doux. Dites-leur ce que j'ai acheté. Kylian fit un signe subtil de la main droite. Sur les écrans géants qui devaient afficher des photos du couple, le graphique du marché boursier apparut, mais superposé à lui, surgit un contrat numérique signé moins de 12 heures auparavant. Camille regarda l'écran et ensuite le papier dans sa main. Les pièces s'emboîtèrent avec la violence d'une collision. « Vous ne manipuliez pas le prix pour détruire l'entreprise », murmura-t-elle, la compréhension éclairant son visage. « Vous achetiez la dette toxique que Jean tentait de cacher. » Kylian se tourna vers l'audience, ignorant Jean, qui regardait maintenant le grand écran avec le sang qui lui fuyait du visage. « Mesdames et messieurs, » annonça Kylian, « le document que M. Jean Lefebvre prouve que, de fait, une holding privée a acquis 51% des actions des entreprises Vauban hier à l'aube. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est qu'il a lui-même autorisé la vente paniquée pour couvrir le trou des détournements que lui et son conseil d'administration ont créé. Il a vendu le contrôle de l'entreprise pour des centimes, pensant qu'il trompait un investisseur anonyme avant que l'audit fiscal ne frappe à la porte. » Kylian fit un pas vers Jean. Le rat recula. « Cet investisseur anonyme, c'était moi. » Kylian révéla la phrase tombant comme une guillotine. « Vous n'avez pas été victime d'une attaque hostile, Jean. Vous avez commis un suicide corporatif. Vous avez vendu l'héritage de Camille à moi parce que vous aviez peur de la prison. » Le silence dans le salon était absolu. Jean ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda le document dans sa main, maintenant inutile, transformé d'arme en certificat d'incompétence. Valérie, percevant le changement de marée, lâcha le bras de Jean comme s'il était en feu. Elle fit un pas de côté, se distançant de l'homme qui, quelques secondes auparavant, semblait un vainqueur et qui n'était maintenant qu'un failli exposé sur le réseau mondial. Camille sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était de la justice. Mais il y avait encore une question. Elle regarda Kylian. Il était maintenant le propriétaire de l'entreprise qu'elle avait construite avec son sang et sa sueur. Il l'avait sauvée, oui, mais cela la rendait dépendante de lui. Une reine sans terre, vivant de la charité du roi. Kylian perçut le doute dans ses yeux avant même qu'elle ne le verbalise. Il mit la main dans la poche de son costume de cérémonie et en retira un papier. « Camille, » dit-il, se tournant vers elle et ignorant le chaos qui s'installait autour de Jean. « Je vous ai dit un jour que j'avais essayé de protéger le faucon en lui coupant les ailes, pensant que la tempête lui ferait du mal. J'avais tort. Le faucon n'a pas besoin de protection contre le vent, il a besoin du ciel. » Il lui tendit le dossier. « J'ai racheté les entreprises Vauban, nettoyé les dettes, purgé le conseil d'administration corrompu, mais je n'en suis pas le propriétaire. » Camille ouvrit le papier, un contrat de transfert de propriété. Le nom en haut n'était pas celui de la holding de Kylian, c'était le sien. Camille Vauban, propriété unique et inaliénable. Il n'avait pas acheté l'entreprise pour l'annexer à son empire. Il l'avait rachetée pour la lui rendre. « C'est à vous, »
dit Kylian, la voix rauque d'émotion contenue. Ça l'a toujours été. J'ai juste tenu la porte pendant que vous jetiez les déchets dehors. Des larmes que Camille avait retenues pendant des mois débordèrent, finalement, non pas de tristesse, mais d'une libération écrasante. Elle regarda Jean une dernière fois. Il était seul au centre du salon. Valérie avait déjà disparu dans la foule et les gardes royaux s'approchèrent de lui discrètement. « Sortez !» dit Camille. Sa voix n'eut pas besoin d'être forte. Le microphone capta l'ordre froid et absolu. « Sortez de mon entreprise, sortez de ma vie et emportez vos dettes avec vous. » Jean tenta de lever le menton, un dernier vestige d'arrogance, mais le flash des caméras enregistrait seulement sa défaite. Il se retourna et marcha vers la sortie, escorté par la sécurité, tandis que le monde assistait à la fin de sa farce. Le salon explosa en applaudissements, mais Camille les entendait à peine. Le monde avait disparu, ne restant qu'elle et l'homme en face d'elle, l'homme qui ne la voulait pas comme un trophée sur une étagère, mais comme une partenaire sur le front de bataille. Le célébrant, un homme âgé qui attendait patiemment la fin du drame corporatif, s'éclaircit la gorge. « Je crois que nous avions un mariage à célébrer. » Kylian sourit, ce sourire rare qui illuminait ses yeux clairs et qui n'était réservé qu'à elle. Il prit les mains de Camille, maintenant libre de papier et de preuves, ne tenant que l'avenir. « Moi, Kylian Alzimal, » commença-t-il, se dispensant du protocole rigide qu'il avait décoré. « Je promets de ne plus jamais essayer de vous enfermer dans une cage, même si elle est en diamant. Je promets d'honorer votre force autant que votre beauté. Je ne veux pas d'une épouse qui marche derrière moi. Je veux la femme qui construit des empires à mes côtés. Soyez ma reine, mais continuez d'être la patronne. » Camille serra ses mains, sentant l'alliance frotter sa peau. « Moi, Camille, » répondit-elle d'une voix ferme. Je promets de ne jamais cesser de voler, mais de toujours savoir où atterrir. Je promets que mon empire sera fort, mais notre foyer sera inébranlable. Je vous accepte, Kylian, non comme mon sauveur, mais comme mon égal. » Le baiser qui scella l'union ne fut pas le toucher timide attendu de la royauté. Il fut intense, chargé de la promesse de batailles gagnées et de celles à venir, mais qui seraient désormais affrontées à 4 mains. 2 ans plus tard, la lumière du soleil du désert entrait par les fenêtres panoramiques du bureau privé au sommet du palais royal. L'ambiance était un hybride parfait, l'architecture arabe traditionnelle se mêlant à la technologie de pointe d'un centre financier mondial. Camille était à la tête de la table de verre, projetant des hologrammes d'un nouveau projet d'infrastructure qui relierait 3 continents. Elle portait un tailleur-pantalon de soie blanche impeccable, les cheveux attachés en un chignon efficace, mais avec des mèches rebelles qui suggéraient le mouvement. Les investisseurs asiatiques sont préoccupés par la volatilité du transport maritime, dit-elle à l'écran, où 12 cadres de différentes parties du monde l'écoutaient attentivement. Dites-leur que Vauban Logistics garantit la route aérienne. Si la mer se ferme, nous utilisons le ciel. Elle mit fin à l'appel d'un geste de la main. Le silence du bureau fut brisé non par le son des téléphones, mais par un rire pétillant et enfantin. La porte latérale s'ouvrit. Kylian entra. Il ne portait pas le costume formel de chair, mais une chemise en lin déboutonnée au col et les manches retroussées. Dans ses bras, il tenait un enfant d'un peu plus d'1 an qui tentait d'attraper la barbe de son père avec des mains potelées et déterminées. « La réunion est terminée, cher ?» demanda Camille, balançant doucement le garçon. L'héritier du trône insiste pour qu'il soit temps de faire une promenade à cheval et il est un négociateur plus difficile que les Allemands. Camille se pencha en arrière dans sa chaise, observant la scène. L'ancienne Camille, celle qui ne mesurait la valeur que par les chiffres sur son compte bancaire, n'aurait jamais imaginé cette image. Elle avait récupéré son entreprise, étendu ses activités et fait taire tous les critiques qui avaient douté d'elle. Mais en regardant Kylian et leur fils, elle savait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans ses tableurs. « L'héritier devra attendre 5 minutes, dit-elle, se levant et contournant la table.
Sa mère vient de conclure une fusion qui va transformer l'économie du Moyen-Orient. Kylian sourit, l'admiration dans ses yeux aussi fraîche que le jour où il l'avait vu confronter Jean. Il la tira près de lui avec son bras libre, lui embrassant le front, tandis que le bébé riait, indifférent à l'empire que ses parents commandaient. 5 minutes, concéda Kylian. Ensuite, les faucons doivent voler. Camille posa sa tête sur son épaule, regardant l'horizon infini du désert à travers le verre. Elle avait l'or, elle avait la couronne, et elle avait l'amour. La cage était ouverte, et le ciel n'avait jamais semblé aussi vaste. Une trahison douloureuse, mais comme toujours, le destin a agi et a uni Camille et Kylian. Le début n'était pas parfait, mais ils ont trouvé le juste milieu. Une trahison douloureuse, mais comme toujours, le destin a agi et a uni Camille et Kylian. Le début n'était pas parfait, mais ils ont trouvé le juste milieu. Alors, vous avez aimé cette histoire. Ici, dans l'équipe, l'opinion était divisée. Il y a des gens qui ne voudraient plus jamais entendre parler de travail, et d'autres qui agiraient comme Camille. Honnêtement, je voudrais vivre une vie tranquille pour le reste de ma vie. Imaginez, ma seule préoccupation serait de choisir l'huile de massage. J'en ai tellement besoin. Mais vous, passons au vote final. Si vous êtes une guerrière comme Camille, commentez « Laissez-moi travailler maintenant ». Si vous êtes comme moi et que vous voulez juste la belle vie, commentez « Quelle douceur l'été ». Aujourd'hui, je suis impossible, n'est-ce pas? Mais en parlant de belle vie, voici l'histoire de notre héritier en fauteuil roulant. Contrairement à Camille, il avait tout l'argent du monde, mais vivait prisonnier dans une cage dorée, jusqu'à ce que l'amour le libère. Donnez une chance à cette histoire. Elle est magnifique. Cliquez et, comme toujours, je vous y retrouverai.